Bienvenue dans la seconde partie de notre débat, toujours consacré à l'avenir de l'Union européenne. Alors depuis juin dernier, l'Union européenne se prépare à dire bye-bye aux Britanniques. Mais maintenant, on fait quoi exactement à 27 face à la crise morale ouverte par le départ d'un pays membre? Les autres sont à la recherche d'un plan B. Seulement voilà, ils ne cherchent pas tous dans la même direction. C'est le moins qu'on puisse dire. Les pays d'Europe centrale et orientale sont en campagne ouverte et très virulente sur le thème « moins d'Europe, moins de technocratie ». De leur côté, les anciens réfléchissent à des initiatives susceptibles de plaire à la jeunesse, aux citoyens, défense européenne, des investissements supplémentaires, des mesures très concrètes. Bref, le futur de l'Europe se joue ici, maintenant aussi sur notre plateau, en compagnie d'élus européens de premier plan, puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen, socialiste, française. Face à vous, un Italien également vice-président, bonjour. Bonjour. Antonio Tajani, en ce qui vous concerne, du Parti populaire européen. Et puis, en notre compagnie, également un ancien membre du Parlement européen, qui est aujourd'hui secrétaire d'État belge à la fraude fiscale, Philippe De Backer, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui aussi avec Ulrike Lunacek, bonjour, vice-présidente du Parlement européen, elle aussi, et pour le groupe des Verts autrichienne. Bonjour. Alors, évidemment, l'Europe est en train d'essayer de se relancer post-Brexit, avec un sommet de Bratislava qu'on a vu essayer d'ébaucher des solutions collectives, avec très peu de succès tout de même. Il y a vraiment un plan B sur la table sur lequel les 27 vont pas parvenir à se mettre d'accord? C'est un moment très difficile pour l'Europe, mais il faut essayer de gagner ce match. Il faut donner un rêve aux citoyens. Maintenant, les populistes essaient de dire qu'il faut détruire cette Europe, il faut changer tous. Bien sûr, il faut changer la bureaucratie, le poids lourd de l'Union européenne. Mais on ne peut pas dire ça ne vaut rien à l'Europe. Il faut dire nous avons besoin de l'Europe. Il faut donner encore une fois un rêve aux citoyens. Il faut prendre le taureau par les cornes et dire voilà, nous sommes en train de donner des solutions à nos concitoyens. Tout d'abord, immigration, terrorisme et malheureusement le chômage, qui pour le jeune, c'est vraiment un désastre. Les populistes utilisent les trois choses pour essayer de gagner des voix et pour détruire l'Europe. Mais il faut faire exactement le contraire. Donner un rêve et donner des solutions. Alors les populistes et certains pays aussi en profitent de ce qui s'est passé avec le Brexit pour dire que l'Europe a eu la prétention un peu bête de vouloir se construire contre les nations. On parle d'ailleurs d'égoïsmes nationaux et que ça a été une erreur. Objectivement, quand il a été question de trouver des solutions communes, la Commission, le Parlement, qui ont quelquefois construit ensemble sur un certain nombre de démarches, sur un certain nombre de thématiques, par exemple cette question de comment on gère l'afflux de personnes qui cherchent une protection internationale en Europe, il y a eu une réaction qui était une réaction purement nationale, une réaction qui s'est appuyée sur la peur et sur l'agitation de difficultés supplémentaires. Donc je pense que c'est une fausse route et que ce qui s'est passé à Bratislava, qui a beaucoup commenté, ce qu'on n'attend pas seulement de sommet de responsables européens, on n'attend pas que du commentaire, on attend aussi une perspective, un sursaut, un rêve européen, quelque chose qui continue de se construire. Et moi, je vois aussi dans les propos qui devraient être tenus un appel à la jeunesse, d'une part, d'abord et avant tout, en termes de futur, et un appel à la protection. Mais protection, ça n'est pas mettre sous cloche les personnes. On peut l'illustrer par exemple. Les murs, les frontières, parce que justement, il y a eu quand même un sommet de la migration en Autriche, votre pays, Ulrike Lunacek, sans grand résultat, il faut bien dire, sur cette fameuse route des Balkans qui pourrait redémarrer. On a complètement abandonné le plan Juncker de relocalisation des réfugiés à travers les pays, parce qu'un pays comme la Hongrie qui rejette par référendum ses réfugiés, alors on fait quoi exactement sur la crise migratoire? Bon, au premier moment, je pense que c'était important de nouveau Premier ministre autrichien Kern d'inviter les pays aux routes des Balkans, mais aussi la Grèce et l'Allemagne à cet sommet, parce qu'il y a comme demi-année, ce n'était pas le fait. Parce que c'est nécessaire de résoudre les problèmes ensemble. Et je pense que ça, c'est les 4 pays de Visegrad qui ont dit qu'ils maintenant, l'Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne, disent non, nous ne voulons pas des migrants, des réfugiés. Je pense qu'ils ne
comprend pas, ou ils ne comprennent pas que l'Union européenne a été construite sur le principe de coopération et solidarité et non pas la confrontation. Et ça, ce serait nécessaire. Je pense que, par exemple, ce serait nécessaire que les groupes politiques grands qu'on a, qui ont presque tous les maires dans les communes, les municipalités, dans tous les pays, qu'ils coopèrent de ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup de cités, des 1000 inhabitantes, des 10 000, qui acceptent sans réfugiés. Ça, c'est possible. Commencer Il y a par des bons exemples. le territoire et petit à petit remonter au niveau des États. C'est intéressant. Alors, la Belgique, bien sûr, votre pays, Monsieur De Backer, est toujours plutôt fédéraliste, puisqu'elle est au cœur de la construction européenne. Est-ce que vous percevez de Belgique une véritable volonté de sursaut à 27 ? Je pense, oui, je pense que c'est clair que si on demande aux citoyens quels sont les grands problèmes de notre temps, c'est le climat, c'est le chômage, c'est la croissance économique, c'est la crise migratoire, c'est la sécurité. Et quand on demande quelle est la solution, les solutions ne sont pas les États membres, la solution est plus d'intégration au niveau européen. Mais en même temps, quand on demande à certaines entreprises, à certains citoyens, qu'est-ce que l'Europe a fait pour vous, ce n'est pas très clair, sauf une poids très lourd de règlements. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et donc je pense que, et c'est vraiment le cas en Belgique aussi, que mon parti aussi est en train de pousser, il faut reformer l'Europe, mais pour délivrer mieux sur les corps compétences de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça qu'on demande aussi, après le Brexit, un débat sur le fond de l'Europe, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'on travaille ensemble pour vraiment combattre contre certaines choses. Et donc ça, c'est clair pour moi qu'il faut un nouveau projet. Et ça, en Belgique, c'est très clair chez nous aussi. On parle de subsidiarité, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des États, qu'est-ce qu'on doit régler au niveau des États, qu'est-ce qu'on doit régler au niveau de la Commission, du communautaire, etc. Moi, je pense qu'il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe doit s'occuper des grands problèmes, c'est-à-dire le chômage, l'immigration, le terrorisme, la politique étrangère. Et pas insister sur les petites choses avec des règlements. Oui, mais alors, par exemple, on parle de défense européenne, de budget de 2% du PIB, etc. Ça paraît réaliste, une armée européenne, on va réussir à faire ça contre l'OTAN, etc. Mais tout le monde va dire, mais l'OTAN, c'est autre chose. L'Europe, il y a dans l'Union européenne des pays comme l'Autriche qui ne sont pas dans l'OTAN. Donc pourquoi nous ne pouvons pas exclure l'Autriche dans la défense européenne? Si c'est la défense européenne, c'est une chose. L'OTAN, c'est une autre chose. Je pense à une défense de l'Union européenne pour avoir une stratégie de politique étrangère européenne. Voilà pourquoi il faut changer les choses. Pour l'immigration, il faut aussi avoir des décisions. Il faut insister sur la solidarité. On ne peut pas laisser tout seul le pays du Sud. Moi, je suis italien. On a 7000 km de côtes. C'est impossible de débloquer tous les immigrés qui arrivent. Et alors, s'ils demandent d'aller en France ou en Autriche ou en Allemagne, il faut avoir une décision. Et moi, je suis content que Mme Merkel a dit il y a 2 jours que l'Allemagne est prête à accepter des réfugiés qui viennent de l'Italie. Bien sûr, pas immigrés illégaux. Mais, donc, c'est un message. Mais elle est très seule quand même dans ce... Alors... Malheureusement, mais il faut avoir plus de solidarité parce qu'on ne peut pas donner le fardeau seulement à l'Italie, à la Grèce ou à Malte. Alors le Sud insiste aussi sur la solidarité financière, c'est-à-dire aussi, on nous a expliqué que dans la feuille de route, on allait doubler le plan Juncker, 630 milliards d'euros d'investissement d'ici 2022. Enfin, ça, c'est des chiffres auxquels on ne croyait déjà pas sur la précédente. Maintenant, on nous dit, est-ce que ça va être ressenti au quotidien, finalement, dans les pays du Sud qui souffrent, la Grèce, mais aussi ceux qui subissent une cure d'austérité, Espagne, Portugal, d'un certain point de vue, l'Italie et la France se disent qu'il est un peu de temps de changer de politique. Il faut surtout que cette politique nouvelle, elle s'applique à tout le monde, effectivement. Ce n'est pas en faisant la discrimination de cette manière-là qu'on va y arriver. Il faut qu'on puisse avoir non pas l'Europe de maintenant, mais un mieux d'Europe, une Europe plus adaptée aux besoins. Je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut qu'on agisse sur les grandes problématiques, comme le disait Antonio tout à l'heure. On pourrait rajouter, par exemple, les questions quand même de fonds structurels, qui sont très utiles et qui doivent être là aussi revues, probablement adaptées aux situations nouvelles. Il ne faut pas qu'on oublie que les questions d'agriculture ne sont pas complètement absentes de cette dimension européenne. Et puis j'ajoute les questions de climat et de changement climatique. Parce que je pense que c'est aussi à ce niveau-là que les choses doivent être traitées.
J'ajoute un dernier élément, parce que je faisais allusion tout à l'heure à la question de la jeunesse, évidemment sous l'angle de l'emploi, parce qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui décrochent de l'idée européenne parce qu'ils n'ont pas de perspective. Moi, je crois qu'il faut ajouter à notre feuille de route un réel pilier social. Vrai, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette question de la protection. Vous allez trouver une majorité pour ça, parce que pour l'instant, oui, on va y arriver. Regardez, quand on encore à droite. Non, mais regardez, quand il y a un certain rééquilibrage depuis le départ britannique, mais oui, mais voyez. Quand on parle par exemple de lutte contre le dumping social, c'est difficile de se mettre au début au point sur cela, mais on y est arrivé. Il y a moins de 10 jours, on a voté ensemble une feuille de route sur la lutte contre le dumping social, contre le travail de mauvaise qualité. Contre les évasions fiscales, c'est ce que je dis, on n'est pas dans un clivage aussi clair. C'est ça où l'Europe vraiment a un problème pour le moment, parce qu'on sait, pour se combattre contre le dumping social par exemple, on a besoin des solutions européennes. Par exemple, on a besoin d'une base de données pour comparer toutes les informations qu'on a besoin pour faire les contrôles sur la route, dans les chantiers. Mais certains États membres ne veulent pas. Et donc là, pour moi, c'est une de mes compétences que j'ai maintenant. Je suis en train de faire des accords bilatéraux. Mais c'est très bizarre dans l'Europe qu'on doit faire des accords bilatéraux pour travailler ensemble pour les inspections sociales, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire. Et donc, si aussi, on doit vraiment donner une rêve aux jeunes, il faut reconnecter avec la croissance. C'est impossible de faire quelque chose, n'importe quoi. Il faut une politique industrielle, une vraie politique industrielle. Là, c'est clair qu'on n'a pas seulement besoin d'investissement du secteur public, mais aussi on doit renouveler notre politique pour attirer de l'investissement du secteur privé dans le digital, dans l'économie de biotechnologie, pour les secteurs à pointe, pour vraiment investir et développer quelque chose. Je vois que votre voisine, en effet autrichienne verte, nous dit que le futur de l'Europe passera par le verdissement également et l'économie plus verte. Ça, je l'entends, vous haussez la tête. C'est vrai qu'en plus, en Autriche, il y a une inquiétude, parce que pour l'instant, il y a un président qui est vert, justement, mais il y a une élection qui va avoir lieu le 4 décembre, avec une crainte qu'il soit finalement plutôt remporté par, cette élection a été reportée, qu'elle soit remportée en vérité par le FPE, c'est-à-dire le parti qui est en alliance avec Marine Le Pen au Parlement européen, par exemple, qui est clairement xénophobe, anti-européen. Les deux partis grands ont perdu dans la première fois son candidat. Maintenant, c'est une ex-verte indépendante, très pro-européen, contre un qui est toujours membre de l'FPE, de le parti qui est en coalition au Parlement européen avec Marine Le Pen, des populistes à extrême droite. Et ça, je pense que pour l'Europe, c'est réellement très important que M. Van der Bellen gagne, parce que les nationalistes de la droite populiste, droite extrême, ils veulent détruire ça qu'on a construit avec solidarité, avec coopération, en lieu de confrontation. Et les problèmes, on les résoudre seulement ensemble. Et pour ça, ce serait très important que gagnera M. Van der Bellen cette élection pour les autres pays de l'Europe et du monde aussi. C'est aussi important que nous, comme hommes et femmes politiques, on s'exprime contre le populisme. Je pense souvent qu'on a un peu peur de s'exprimer contre les vrais populistes. Qu'est-ce qu'on fait contre le populisme? Monsieur Tajani, vous êtes de la droite traditionnelle. Quand on nous dit ce qui va faire rêver les Européens, le nouveau plan sur la table, c'est la 5G pour tout le monde, moins de frais d'itinérance, etc. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est ça qui va redonner un élan? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes capables de faire contre le chômage des jeunes? Alors, il faut avoir une vraie politique industrielle, soutenir les petites et moyennes entreprises, soutenir l'agriculture. Donc, essayer de soutenir ceux qui donnent du travail. Tous ceux qui donnent du travail, il faut les soutenir. Bien sûr, il faut avoir une industrie pas polluante, mais il faut travailler dans cette direction. Donc, résoudre les problèmes. Tout d'abord, le chômage. Après, bien sûr, il y a un problème qui concerne le terrorisme en France, mais pas seulement en France, en Belgique, mais aussi dans les autres pays, et un problème qui concerne l'immigration illégale. Dans le sud de l'Europe, on va faire des cadeaux aux populistes s'il n'y a pas de solutions. Mais les solutions mais il y a une perception doit être européenne, s'il y a des solutions européennes. Oui, mais il y a une perception peut-être, Sylvie Guillaume, qui est socialiste, je le répète, d'une dérive un peu libérale de cette Europe qui a éloigné finalement de ses fondamentaux. Les gouvernements ont refusé la dimension sociale, industrielle de l'Europe. Et puis, on a un peu pris les Européens d'abord pour des consommateurs, alors qu'on a besoin d'émotions, de culture, d'âme, justement d'un souffle. On a besoin aussi de mobilité. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on a besoin de soutenir le fait que des jeunes gens se forment, que Erasmus est soutenu et qu'on va voir ailleurs si on peut faire des études, si on peut justement lutter contre sa peur. On a besoin de lutter aussi pour l'égalité. Et par exemple, l'égalité homme-femme, l'Europe, elle peut donner des signes aussi en la matière. Et puis je crois qu'il faut aussi ne pas oublier le fait qu'il y a une question d'exemplarité aussi qui se pose et la question de la transparence, de l'excellence des comportements quand on est dans les institutions européennes. On a quand même quelques scandales à l'heure actuelle qui donnent une très très mauvaise image de l'Union européenne, de certains membres de la Commission européenne. Donc je pense qu'il faut de ce point de vue... Oui, de l'ancienne. Je parle de l'ancienne. Moi j'étais de l'ancienne moi j'ai renoncé à 500 000 euros. Je parle j'ai de renoncé M. à Barroso, mon de identité quand Mme j'ai quitté Kroes. la Commission. Il faut le dire parce que Je c'est parle pas de Mme seulement... Kroes et de M. Barroso qui donnent une image quand même extrêmement mauvaise des conflits d'intérêts. Donc je pense que là aussi, il faut ne pas donner corps à trop de critiques vis-à-vis des comportements. Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ce débat sur l'avenir de l'Europe. Merci à nos invités, à nos téléspectateurs aussi fidèles depuis maintenant 300 émissions puisque nous Bon soufflons anniversaire. nos 310. Voilà. Merci à Edificio de nous avoir accueillis dans cette très belle bibliothèque Solvay à Bruxelles, vieille de plus d'un siècle. À très bientôt sur nos antennes.